Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous puisque cette émission s'appelle Les enfants de la République. Vous êtes un enfant de la République. Eh bien, qu'est-ce que représente la République pour vous, Alain Finkielkraut? Je n'aime pas que l'on parle de la République en tant que telle et pour la détacher d'une entité plus vaste, la France. Ceux qui procèdent ainsi considèrent que le concept d'identité nationale est dangereux, voire nauséabond, parce qu'il crée une différence artificielle entre nous et les autres. C'est ce qu'on vous a reproché d'ailleurs. Hein. Ce qui, bien sûr, c'est-à-dire que quand j'ai écrit L'identité malheureuse, un critique a écrit qu'il n'y a pas de patrie charnelle, le terme était repris à Péguy quand même, sans charnier universel. Je ne raisonne pas du tout ainsi, et surtout, je sais ce qu'il en est des véritables républicains. Jules Ferry, par exemple, le fondateur de la troisième, l'un des fondateurs de la Troisième République, celle dont nous sommes toujours redevables, et, qui plus est, de l'école gratuite obligatoire pour tous, était l'homme des attaches et des liens. Il a voulu faire de tous les petits-enfants de France des héritiers d'une histoire qui commençait bien avant eux. Donc c'est en tant que tel, si vous voulez, je me sens républicain dans la mesure où je me situe dans la lignée de Jules Ferry. Alors vous situez dans la lignée de Jules Ferry, mais aussi dans la lignée de votre père. Votre père, un maroquinier juif polonais, qui a été déporté à Auschwitz par le convoi 5 du 28 juin 1942. Il en est revenu. Quel rôle il a joué, votre père, dans votre parcours? Alors, j'ai eu l'esprit d'escalier dont je vais ajouter un petit peu quelque chose. Je ne parlais pas directement de mon père, mais d'un homme qui physiquement lui ressemblait beaucoup, Emmanuel Lévinas. Parce que Emmanuel Lévinas est venu en France dans les années 20. Il a étudié en France dans les années 30. Il a rencontré Maurice Blanchot à Strasbourg, etc., etc. Et il dit, justement pour donner quelque chose d'un peu concret à son amour du pays qu'il a accueilli, pour la France, pour n'en pas rester aux valeurs. Ce que je n'aime pas avec la République, c'est la sacralisation du terme de valeur. Il dit, c'est le sol de la langue française qui est pour moi le sol français, vous compreniez. Cela a l'air d'une boutade, mais je le pensais sérieusement, c'est dans cette langue que je sens les sucs du sol, pardon. J'ai souvent pensé au début de la guerre de 1939 que l'on fait la guerre pour défendre le français. Voilà ce à quoi je suis attaché. Mon père. Votre père. Mon père. Convoi 5 du 28 juin 1942. Ce qui veut dire qu'il a été déporté de France. Ouais. Il a quitté la Pologne très jeune parce que... pour toutes sortes de raisons, la vie des Juifs y devenait impossible. Dans les années 20. Dans les années 20. Pour lui, cet exil a été un crève-cœur, un véritable déchirement. Il me disait qu'il était là avec ses parents et il pleurait le soir dans son lit. Tellement Varsovie lui manquait parce qu'il y avait à Varsovie une vie juive dont on n'a pas idée. C'était pas la vie du shtetl, c'était pas la vie des juifs à papillotes, c'était des juifs émancipés, voire en un certain sens assimilés, mais qui étaient beaucoup entre eux, qui allaient à l'opéra ensemble. Mon père était un fanatique d'opéra. Vous parlez de la vie intellectuelle à Varsovie. Oui, mais il allait là, mais il faisait du sport dans le cas des Maccabis. Donc c'était une vie juive très intense qui lui manquait énormément. Il est retourné à Varsovie. Varsovie. Oui, il a essayé et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas y vivre. Donc il est revenu en France. Donc on précise les choses pour nos auditeurs. 14 mai 41, oui. La rafle du billet vert. Revenu en France. Il est en France avec ses parents, mais il est apatride. Parce qu'il est apatride, en effet, il reçoit ce billet vert, il va à la police et il est, début de sa déportation, il est
incarcéré à Beaune-la-Rolande. Ça n'a rien à voir avec Auschwitz. Il a même fait de Beaune-la-Rolande, je crois, 1 ou 2 allers-retours à Paris. Il a préféré retourner à Beaune-la-Rolande plutôt que de vivre dans la clandestinité, ce qui était une preuve de naïveté peut-être de sa part. Toujours est-il que de Beaune-la-Rolande, par Drancy, il a été déporté à Auschwitz. Il a eu la chance, si j'ose dire, d'être déporté tôt, car le camp était en construction, en élaboration. Il a obtenu, parce qu'il parlait polonais et français, un poste dans l'administration du camp, non pas poste de capot, mais de Stubendienst. Et donc, il s'occupait de la chambrée, si vous voulez. Il a évité les travaux les plus durs. Il a quand même eu le typhus. Et il est rentré. Rentré en France, il est à l'hôtel Lutetia. Il rencontre son frère, qui, lui, s'était caché en zone libre à Figeac. Et il demande à son frère des nouvelles de leurs parents. Son frère lui dit que leurs parents ont été dénoncés par un passeur au moment où il allait le rejoindre et donc déportés à Auschwitz. Et à ce moment-là, le frère lui dit « Mais puisque tu es rentré, on peut les attendre. » Et mon père comprend tout de suite et donc annonce à son propre frère, fort de cette nouvelle, que ses parents étaient gazés. Voilà. Et alors, donc, votre père, parce que c'est important de savoir, à l'époque, on parlait peu de la déportation, peu de la Shoah. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'Auschwitz? Qu'est-ce qu'il vous a dit de la déportation? Écoutez, Simone Veil dit que c'est pas tout à fait vrai. Elle ne souhaitait plutôt parler de cette déportation. Mais on en parlait, moi j'ai des souvenirs de familiaux. Hein. Oui, mais on en parlait quand même peu. Non, elle n'a pas d'oreille pour l'écouter. Mon père n'en parlait pas systématiquement, mais c'est toujours dans un certain contexte, à la faveur d'une... Il y avait quelque chose qui soudain lui rappelait la déportation, et dans ces moments-là, il en parlait. Ma mère a eu une vie terrible sous l'occupation, elle s'est cachée, etc., etc. Donc, elle me parlait aussi. Donc, mes parents n'ont jamais rien voulu dissimuler. Occulté. Pour me rendre la vie plus facile. Et c'est plutôt moi, maintenant, qui me dit que je ne les ai pas assez assaillis de questions. Bien entendu, je les écoutais avec passion, mais j'aurais dû demander à mon père un compte-rendu très précis, très rigoureux, très minutieux de son voyage à Auschwitz, de ses journées, de la manière dont il vivait, dont il dormait, etc. Je n'ai pas posé de questions assez concrètes. Oui, c'est la responsabilité m'en incombe, pas à lui. C'est ça plutôt le problème, c'est que les déportés ou les rescapés parlaient, mais on ne leur posait pas assez de questions. On ne leur posait pas assez de questions parce que nous étions leurs enfants, donc il y avait les agacements de la vie de famille, il y avait qu'on avait d'autres soucis, les soucis de l'école, de l'adolescence, etc. Que donc, on ne sait, je ne suis pas arrivé un jour avec un cahier en disant à mon père, on y passe la journée, on y passe le week-end, mais tu me dis tout. Et bien entendu, cela me manque énormément aujourd'hui. Et si jamais il y a un au-delà, et si jamais j'y retrouve mes parents, je poserai alors toutes les questions que je n'ai pas posées quand j'aurais dû le faire. Lesquelles? Les questions précises, les détails. Voilà. Et d'ailleurs, mon père me parlait de détails, mais tous les détails. Tout. Alors, cela étant, j'aurais pu le faire à un moment donné parce que j'ai suggéré à mon père de venir avec moi à Auschwitz, et lui était à Birkenau, c'est la même chose, et mon père n'a pas voulu, non pas parce que le camp lui aurait rappelé de trop mauvais souvenirs, mais parce que c'était en Pologne. Il avait rayé la Pologne de sa vie, plus encore que l'Allemagne. Comme la plupart des Juifs polonais, ils allaient en Allemagne de temps en temps, mes parents. Et moi, je suis allé en Pologne à plusieurs reprises, notamment au moment de Solidarność, et mes parents n'étaient pas très contents. Ils n'aimaient pas cela. Je me souviens et donc voilà, là nous avons manqué une occasion ensemble. Chez les Juifs polonais, on disait aussi après la guerre, la Pologne, un pays antisémite sans Juifs. La Pologne, un pays antisémite sans Juifs. C'est ce que disaient les Juifs polonais après la guerre. Bien entendu. Bien sûr, ils ne disaient que cela. C'est un pays antisémite, c'était la célèbre phrase de Shamir. Ils ont sucé l'antisémitisme avec le lait de leur mère. Ça ne changera pas. Évidemment, cette condamnation était beaucoup trop générale. Il y a eu des choses
très belles qui sont apparues. Il y a beaucoup de justes en Pologne, il faut le dire. Avec Solidarność, mais aujourd'hui, que constate-t-on ? C'est la remontée d'un certain antisémitisme avec le parti au pouvoir, et surtout, la Pologne avait entamé un véritable travail de mémoire, notamment en exhumant le pogrom de Jedwabne, 1942, pogrom fait uniquement par des Polonais. Anna Bikont, journaliste à Gazeta, on a fait un livre, c'était une grande discussion en Pologne, il y a eu le musée de la vie juive et de l'Holocauste que j'ai inauguré avec un certain nombre de gens, dont d'ailleurs Roman Polanski, et tout cela aujourd'hui est mis sous le boisseau par un gouvernement polonais qui, si vous voulez, criminalise tous ceux qui oseraient critiquer la conduite de tel ou tel segment de la société polonaise pendant la guerre. Et on voit aussi ce qu'ils font par rapport aux homosexuels en Pologne aujourd'hui. Par rapport à ce qu'ils font aux homosexuels dans la Pologne d'aujourd'hui. Oui. Hein, c'est souvent lié. Antisémitisme, oui, homophobie. Alors vous êtes en tout cas, Alain Finkielkraut, le symbole de la méritocratie française, la méritocratie républicaine. Vous êtes normalien, écrivain, philosophe, académicien. Est-ce que le problème de la France aujourd'hui, c'est l'un de ces problèmes en tout cas, c'est qu'on déteste ces élites? Est-ce que c'est pas l'un des problèmes de la société française aujourd'hui? La détestation des élites. Détestation des élites. Bon, je suis normalien, mais j'ai quand même raté la rue d'Ulm. Faut pas exagérer mon parcours exemplaire. Je passais le concours de la rue d'Ulm en 68. Nous avons glorieusement obtenu le report du concours au mois de septembre, parce que nous étions très occupés. Je ne croyais pas l'avoir raté, et j'ai tellement raté que je n'étais même pas admissible, et que j'ai donc dû passer hâtivement les épreuves de l'université qui me donnaient l'équivalent de la deuxième année. Ensuite, en tout cas, vous l'êtes, voilà. Oui, bon, mais en tout cas, vous avez parcours. J'ai passé le concours de Saint-Cloud pour ne pas avoir un deuxième échec. Je dis parce que l'une des plus belles choses en France, et l'une des seules choses qui restent de l'école française, c'est les concours. Mmh. Et les concours sont très menacés aujourd'hui, et avec leur disparition, l'université française sera morte définitivement. Mais d'un autre côté, les concours sont extrêmement cruels. Ma femme m'a souvent reproché, en riant, quand je lui ai dit que j'avais pas voulu repasser Ulm, et donc j'ai passé 5 ans, mais finalement t'es pas courageux comme on le raconte, t'es lâche. Mais avez-vous lu le livre de Pierre Nora, Jeunesse? Je suis en train de le lire, justement. Oui. C'est un livre tout à fait passionnant. Qui lui aussi il a traversé la guerre. N'a pas réussi Normal. Il a traversé la guerre. Il a échoué à Normal 3 fois. C'est le grand traumatisme de sa vie. Ouais. Il a vécu, dit-il, dans un état d'inconfiance perpétuelle. Vous voyez, c'est un traumatisme dont on a du mal à se relever. Et je me suis dit, si je rate 2 fois, je ne m'en relèverai pas et je n'aurai pas l'agrégation. Bon, je ferme la parenthèse. Ce qui est très dangereux en France, ce n'est pas... C'est en tout cas la mise en cause de cette méritocratie. C'est l'idée selon laquelle la sélection favorise déjà les héritiers, que les héritiers sont coupables à l'école de délits d'initiés. C'est l'idée qu'il faut marginaliser, sinon supprimer la culture générale, parce que ce sont les enfants de la bourgeoisie qui baignent dedans. Tout cela contribue à la destruction de l'école, et c'est aujourd'hui le plus grand malheur français. Alors justement, Alain Finkielkraut, vous vous êtes beaucoup exprimé, souvent exprimé, sur les failles du système éducatif français. Elles évoluent dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Écoutez, non. Je crois que Jean-Michel Blanquer fait tout pour refonder l'école. L'école a vécu sous le régime de la réforme pendant 40 ans, et la réforme était une démolition, en réalité, de l'école, puisqu'au lieu de mettre la culture au centre du système éducatif, on a mis l'enfant acteur de sa propre éducation, comme on dit à la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves.
Jean-Michel Blanquer veut redresser les choses, mais j'ai peur qu'il ne soit trop tard. 95% de reçus au bac l'année dernière. Ce qui veut dire Mais que le bac... c'était l'objectif de Jean-Pierre Chevènement. Hein. Et Il disait 80%. 80%, mais ensuite, il s'est bien dépassé. trompé, Mais ça il remonte s'est mordu à les quoi, doigts. 30 ans pratiquement. Il s'en est mordu les doigts. 95, le bac n'est plus une formalité, c'est une farce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'exigence dans l'enseignement secondaire, qu'on a, au nom d'une certaine idée d'égalité, qu'on en a fini avec l'égalité des chances, puisque on est passé à l'égalité des chances, de l'égalité des chances à l'égalité de résultats. Le niveau s'est effondré et les seuls qui peuvent s'en sortir, c'est les enfants qu'on arrive à sortir de l'école publique, qu'on arrive à mettre dans les rares lycées d'excellence, c'est-à-dire les héritiers eux-mêmes. Les autres sont les grandes victimes de la réforme faite en leur faveur. En plus, ça engorge l'université qui devient complètement ingérable. Et vous voyez bien que Jean-Michel Blanquer ne peut pas revenir. Si vous voulez, le bac est devenu un droit de l'homme. Et depuis que le bac est un droit de l'homme, il n'y a plus d'école secondaire en France. Et alors, il faudrait de la sélection à l'entrée de l'université. Bien sûr. Hein? Il faudrait une sélection, si vous voulez. C'est-à-dire, il faudrait réintroduire à l'école l'excellence et l'exigence. D'ailleurs, pourquoi a-t-on introduit la sélection? Pourquoi a-t-on introduit les concours? Sinon, précisément, pour en finir avec la cooptation. Les concours anonymes, ça veut dire que tout le monde est à égalité. Ça veut dire que la bourgeoisie ne peut pas simplement choisir l'un des siens. Donc ça veut dire que pour vous, les secondes voies pour l'entrée à l'ENA, à Sciences Po, peut-être demain à l'école normale, c'est un non-sens? Toujours est-il que j'ai enseigné à l'école polytechnique et j'ai appris qu'il y a 50 ans, il y avait plus d'enfants d'employés et d'ouvriers à l'école polytechnique qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, avant la démocratisation de l'école était plus démocratique. Donc, il faut s'interroger sur le sens qu'on a donné à cette démocratisation. On ne le fera pas, et donc on va détourner les concours, on le supprime à Sciences Po, après on va choisir les gens sur leur motivation et sur leur origine. Et ça va être une affirmative action, une discrimination positive à la française. Je ne crois pas que la France a intérêt à suivre le chemin des États-Unis de l'université américaine. Je crois qu'elle devrait au contraire s'en garder. Alors, la décapitation du professeur Samuel Paty, on en revient à l'actualité à la Finkielkraut en octobre, a été vécue comme un traumatisme. Et pourtant, 4 mois après, le 4 mars dernier, 2 professeurs de Sciences Po Grenoble sont pris pour cible par des étudiants. Un collage sauvage, les accusant d'islamophobie est découvert sur les murs de l'Institut à ce moment-là. Au nom des enseignants, sont accolés les mots fascistes et l'islamophobie tue. Des affichages relayés sur le compte Twitter de la section UNEF de Sciences Po Grenoble. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est-à-dire, il faut relier cet événement aux déclarations récentes de la ministre de l'enseignement supérieur, donc Frédérique Vidal, sur l'islamo-gauchisme, qui a mis le pied dans le plat en disant que l'islamo-gauchisme gangrenait l'université. Et vous dites ça. Vous le dites d'ailleurs depuis un certain temps. Vous dites l'islamo-gauchisme gangrène l'université. Et vous dites même d'ailleurs, il me semble, la société aussi. Oui, bien sûr. Enfin, je ne sais pas si j'utilise le terme de gangrène, mais en tout cas, cette déclaration a fait scandale. Des centaines de professeurs ont signé une pétition réclamant la dimension de la ministre. Un nombre considérable d'intellectuels et de personnalités politiques ont dit que l'islamo-gauchisme n'était pas un concept acceptable. Un président communiste de l'université Paris-Sorbonne, je crois, a comparé le terme d'islamo-gauchisme à celui de judéo-bolchevisme qui était utilisé dans les années 20 et 30. Et il dit d'ailleurs, ce professeur, je ne me souviens plus de son nom, ce directeur de Panthéon-Sorbonne, ma famille en a souffert. Oui, ma famille en a souffert. Ma famille en a souffert. Et quelques semaines après, donc, nous voyons l'islamo-gauchisme à l'œuvre. L'islamo-gauchisme, c'est très intéressant, ce sont des étudiants. C'est-à-dire que l'islamo-gauchisme peut être
perçu avec d'autres phénomènes, comme le décolonialisme, les études de genre, etc. On voit, attendez, je Oui, vous mais interromps. attendez. Non, on voit des étudiants, mais on voit aussi que les professeurs Oui, mais n'ont attendez. pas soutenu leurs collègues. Hein. Non, mais Ouais. j'y viendrai. Ouais. J'y viendrai. Était perçu donc comme une révolution culturelle. C'est très intéressant. La révolution culturelle, c'était cela. C'était des jeunes gens fanatisés qui frappaient et quelquefois jusqu'à ce que mort s'en suive. On précise, vous faites une allusion à la Chine, culturelle à la Chine maoïste. Qui frappait jusqu'à ce que mort s'en suive, des professeurs qui n'étaient pas assez ouverts à la pensée Mao Tse-tung. Et là, en effet, on voit des étudiants radicalisés, surexcités, décervelés, se lancer dans ce genre d'entreprise avec l'aide d'un certain nombre de professeurs, puisque les deux enseignants ainsi visés n'ont pas obtenu le soutien de la majorité de leurs collègues. Le gouvernement a dissous le groupe Génération Identitaire, qui a en effet quelques défauts, mais qui, jusqu'à plus ample informé, ne s'est rendu coupable d'aucune violence verbale ou physique. Vous regrettez cette dissolution ? Je pense... Comment ? Vous regrettez cette dissolution ? Je ne sais pas. Je n'en suis pas là. Je voudrais en tout cas qu'il fasse preuve de la même fermeté pour, sinon l'UNEF en général, au moins pour cette section. Alors, je ne sais pas si ça a du sens de dissoudre une section. En tout cas, des poursuites pénales contre cet étudiant, dont l'un d'entre eux a eu le culot de réclamer encore des excuses. De revenir à la charge. Il a réclamé des excuses au professeur qu'il avait ciblé. Je pense que l'exécutif ne peut pas en rester là. L'UNEF, on a suivi les dérives de l'UNEF depuis pas un certain nombre de mois, un certain nombre d'années. D'abord, comment vous l'expliquez, puisque l'UNEF d'hier, ou peut-être, je ne sais pas si vous avez milité à l'UNEF, c'était pas l'UNEF d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, vous demandez des sanctions contre cette section Sciences Po Grenoble de l'UNEF. Jusqu'où il faut aller ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, en effet, la grande transformation de la gauche. D'autres l'ont dit avant moi. Si vous voulez, la classe ouvrière n'a pas tenu ses promesses révolutionnaires. Elle s'est plus ou moins embourgeoisée. Elle a rejoint la classe moyenne, alors qu'elle devait au contraire rejeter cette classe dans le monde des dominants pour justement préparer l'affrontement final entre le capital et le travail. Cette classe ouvrière, ayant trahi les espoirs révolutionnaires mis en elle, on a cherché un nouveau sujet historique. Un nouveau prolétariat. C'est devenu l'immigré et c'est devenu l'immigré musulman. Je vous rappelle le livre d'Emmanuel Todd, sidérant, paru quelques mois seulement après l'attentat contre Charlie Hebdo, disant que l'islam est la religion des pauvres. Ben Laden, le richissime, le milliardaire Ben Laden, incarnant la religion des pauvres. Alors, donc c'est ce transfert-là qui, si vous voulez, est devenu, caractérise la gauche d'aujourd'hui, ce qui fait que quand on est de gauche, on ne peut plus être de gauche. Alors justement, vous parlez de ce livre de Emmanuel Todd. C'est pas tout à fait ça, mais quand même. Mélenchon, il dit récemment, il dit qu'il y a dans ce pays une haine des musulmans déguisée en laïcité. Son camarade, entre guillemets, de la France Insoumise, Éric Coquerel, il compare, c'était le 19 octobre dernier sur Sud Radio, la situation des musulmans dans la France d'aujourd'hui à celle des juifs pendant la période hitlérienne. Oui, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors ça, c'est très intéressant parce que il y a donc ce transfert dont j'ai parlé de l'ouvrier à l'immigré dans le cadre d'une philosophie générale de l'histoire, mais il y a aussi des considérations beaucoup plus terre-à-terre
si vous voulez, l'islamo-gauchisme est également un islamo-clientélisme. Un électoralisme. Un islamo-clientélisme, c'est-à-dire, c'était déjà les calculs de Pascal Boniface, les Juifs. Préciser les choses pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent les calculs de Pascal Boniface. Ben oui, Pascal Boniface avait envoyé une note à la direction du Parti socialiste en disant qu'il était important aujourd'hui de soutenir les musulmans. C'est vrai, à partir aussi de la lecture qu'il faisait ou de s'opposer à Israël, il disait. Du conflit israélo-palestinien. Il fallait soutenir les Palestiniens, soutenir les musulmans en France qui s'identifient aux Palestiniens et le faire le cœur d'autant plus léger qu'en effet, leur surface électorale était vraiment beaucoup plus importante que celle des Juifs. Et ça remonte à 20 ans, ça fait des ravages ? Oui. En tout cas, c'est le calcul de la France insoumise. C'est son calcul très clair. Et cela va extrêmement loin. C'est-à-dire, d'un côté, on vous explique, on ose dire que l'islamophobie est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Ce contre quoi se sont battus les journalistes de Charlie Hebdo, assassinés par les frères Kouachi, notamment Charb, qui rappelle dans sa lettre aux escrocs de l'islamophobie qu'il n'y avait pas de terrorisme juif, qu'il n'y avait pas de quartier sensible juif dans les années 30, qu'il n'y avait pas de francophobie juive, qu'il n'y avait pas de séparatisme juif, et donc qui refuse absolument cette analogie. Mais Jean-Luc Mélenchon va plus loin encore, parce que il va jusqu'à assumer, reprendre à son compte l'antisémitisme islamique ou islamiste. Souvenez-vous de quelle manière du soutien qu'il a d'abord apporté à Jeremy Corbyn, le leader travailliste anglais, et de la critique qu'il lui a adressée lorsque Jeremy Corbyn a été obligé de mener une enquête sur l'antisémitisme dans son parti. Il a dit, Jean-Luc Mélenchon, que Corbyn y avait été contraint par le grand rabbin d'Angleterre et l'extrême droite israélienne, et que lui, Jean-Luc Mélenchon, ne réagirait pas ainsi, il ne plierait pas les genoux devant le CRIF. Voilà les propos de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on a raison en France d'être vigilant face à l'extrême droite, mais si l'antisémitisme politique revient dans ce pays, ce ne sera pas par le biais du Rassemblement national, ce sera par le biais de la France insoumise. C'est grave ce que vous dites. Écoutez... Ça veut dire que la France insoumise, c'est le nouveau parti antisémite ? Non. C'est-à-dire, je ne dis pas que les militants ni les dirigeants de la France insoumise sont eux-mêmes antisémites. Ils exècrent l'antisémitisme. J'en suis absolument convaincu. Mais leur connivence et leur calcul les amènent de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'ils en viennent, oui, justement, à nier l'antisémitisme musulman et à stigmatiser tous ceux qui s'inquiètent de son existence et qui se disent, par exemple, qu'il est intolérable qu'en France, la Seine-Saint-Denis soit devenue quasiment Judenrein, que les enfants des familles juives ne fréquentent plus les écoles publiques de Seine-Saint-Denis et que nombreuses sont les familles juives qui reviennent vers Paris ou dans des communes où la vie n'est pas pour eux, n'est pas pour elles impossible. Et alors, parmi ces gens qui sont peut-être les compagnons de route de l'islamo-gauchisme, il y a parmi eux Edoui Plenel ? Edoui Plenel a écrit un livre pour le musulman, dont je suis, ce qui est vraiment un honneur, la cible principale, parce que j'ai osé dire un jour à la radio, il y a un problème en France avec l'islam. Et ce mot m'a valu ce livre, et Edoui Plenel, en effet, c'est lui qui a
mis en place cette analogie funeste, suivie par... précisez les choses quand vous dites analogie funeste. L'analogie funeste entre les Juifs d'hier et les musulmans d'aujourd'hui. Suivi par Luc Boltanski, suivi par Enzo Traverso, et par tous ceux qui nous disent que nous vivons le retour des années 30. Simplement, il y a eu le procès Charlie Hebdo, il y a eu cette femme employée de l'hypercachère qui a témoigné magnifiquement. Cette jeune femme. Et Zagouri, je crois, son prénom m'échappe tout d'un coup. Et elle a témoigné, elle a vu en face à face Mehdi Koulibaly, et qui lui a dit « Vous êtes ce que je déteste le plus au monde, vous êtes juif et vous êtes français. Ce qui caractérise notre époque, ce qui caractérise la France d'aujourd'hui, c'est la convergence des haines, la montée en puissance simultanée de la francophobie et de la judéophobie. Il y a des quartiers, il y a des banlieues où l'injure sale juif et l'injure sale français sont extrêmement répandues et émises par les mêmes personnes. Voilà la réalité que Edoui Plenel et les autres occultent. Ça les conduit, justement, sinon à tomber eux-mêmes dans l'antisémitisme, mais à force de ne pas le voir, à l'accompagner. À le favoriser peut-être quelque part. À l'accompagner et à le favoriser. Et donc vous faites un lien entre islamo-gauchisme et antisémitisme, ce nouvel antisémitisme d'une jeunesse des banlieues obnubilée par la haine d'Israël. Oui. Alors, et une partie de cette jeunesse des banlieues, je ne suis pas sûr que tous les jeunes de banlieue, tous les enfants de l'immigration éprouvent ce sentiment de haine à l'égard d'Israël. Je regrette simplement qu'il ne soit pas combattu par tous les partis politiques français, qu'il n'y ait pas sur ce thème-là d'unité nationale, et que certains le favorisent, le justifient, notamment à travers une critique démente d'Israël, c'est-à-dire une critique qui n'est plus celle de la politique israélienne, totalement légitime. On peut considérer qu'Israël, en tournant le dos à la solution de deux États, met en péril, empêche les Palestiniens d'obtenir l'émancipation. Vous dites empêche la paix. Empêche les Palestiniens d'obtenir l'émancipation à laquelle ils ont droit, met en péril le projet sioniste lui-même. C'était l'avertissement constant d'Amos Oz, notamment. Donc ça, on le dit, beaucoup de juifs le disent, d'autres juifs leur répondent que de toute façon il est trop tard, et que c'est le Hamas qui est majoritaire parmi les Palestiniens, et que donc, si les Israéliens se retirent de Cisjordanie, c'est Tel Aviv et l'aéroport Ben Gurion qui seront à portée de missiles, mais ce dialogue-là, cette discussion, cette dispute est tout à fait légitime. Ce qui n'est pas légitime, c'est de mettre en question l'existence d'Israël et, par exemple, de la part du nouveau parti anticapitaliste, de contester comment ça s'appelle, pas l'appariement, le lien, j'oublie ce terme tout le temps, entre Tel Aviv et le jumelage entre Tel Aviv et Toulouse, où on voit sous le nom de Tel Aviv du sang qui coule. Tel Aviv, c'est quand même une ville proprement israélienne, ça c'est Besancenot, et ce genre d'attitude, en effet, ne fait que radicaliser davantage ceux en France qui haïssent les Juifs, et qui veulent leur faire payer Israël. On revient sur votre parcours, sur vous-même, Alain Finkielkraut. Quand vous entendez dire que vous êtes l'idiot utile de l'extrême droite, vous réagissez peut-être comme Sacha Guitry, qui disait avoir l'intense plaisir d'être appelé idiot par des imbéciles, ou cela vous déprime d'être un mal-aimé? C'est toujours déprimant. Surtout qu'extrême droite, c'est. Et puis on a vu les manifestations dans la rue contre vous au moment de ces agressions. Je suis traité de raciste. Ouais. J'ai été réactionnaire à partir après la publication de La défaite de la pensée, parce que la défense de la culture était jugée réactionnaire. Bon, alors ma carrière de réactionnaire est déjà assez ancienne, mais depuis le début des années 2000, je suis devenu, aux yeux de certains, raciste. C'est une accusation épouvantable, mais c'est l'effet d'un antiracisme devenu fou.
Et notre époque, c'est cela. C'est la démence de l'antiracisme. Vous êtes antiraciste aujourd'hui quand vous dites le roi est nu, quand vous regardez vous êtes raciste aujourd'hui quand vous dites le roi est nu, quand vous regardez une certaine réalité en face. C'est extrêmement dommage, j'en suis très triste, mais j'ai été obligé d'en prendre mon parti et d'approfondir la critique de l'antiracisme contemporain. Je crois qu'elle est absolument nécessaire. Et ça a un lien avec l'indigénisme, avec la cancel culture, avec tout ce qui se passe autour de ça. Et ce qui vient quelque part aussi des universités américaines. Avec les universités américaines. Ah ben oui, ça a un lien avec les universités américaines. Le mouvement Black Lives Matter, que tout le monde célèbre aujourd'hui, est un mouvement qui s'est associé très tôt avec BDS, boycott des investissements sanctions. C'est Saul Friedlander qui me l'avait dit un jour. Il a longtemps enseigné à l'université UCLA en Californie, à Los Angeles. Et il a constaté que les professeurs israéliens n'y étaient pas bienvenus, quels qu'ils soient. Et en général, Friedlander est plutôt Shalom Arshar. Oui, pour ce qui est de Saul Friedlander, oui, évidemment, c'est un homme qui a toujours préconisé la solution de deux États, ou en tout cas une paix de compromis entre Israéliens et Palestiniens. Donc, Saul Friedlander m'a dit qu'en effet, les professeurs israéliens n'étaient pas bienvenus, mais que les manifestations contre eux, les manifestations antisionistes, étaient dirigées, inspirées par BDS et Black Lives Matter ensemble. Donc, et il existe en effet dans la communauté noire américaine un antisémitisme de plus en plus visible. C'est un des malheurs de l'Amérique, c'est-à-dire que jusqu'à Malcolm X, il y avait un lien entre juifs et noirs américains. Oui, moi j'ai appris par exemple très récemment, et ça m'a mis les larmes aux yeux, que Louis Armstrong parlait yiddish. Il a grandi dans une famille adoptive juive. Louis Armstrong parlait yiddish. C'était ça un peu. Il y avait une osmose. Et ça a changé. Et non seulement ça a changé, mais on est passé de Martin Luther King à Malcolm X. Et de Malcolm X à Louis Farrakhan. Et Black Lives Matter, c'est ça. Alain Finkielkraut. Et il y a Alain Finkielkraut dans tout ça. Votre élection à l'Académie française, elle a débouché sur une polémique, sur des insultes contre vous. Certains se demandaient s'il fallait vous élire ou pas. Vous avez toujours cette douleur en vous ? Non, ça n'a pas été une douleur. Ça a d'abord été une surprise. J'ai lu à quelques jours de l'élection, dans le Figaro, un article disant que ma candidature faisait beaucoup de bruit, toute une campagne s'était développée à l'intérieur de l'Académie française pour dire qu'il ne fallait surtout pas que je rejoigne l'illustre compagnie, car si tel était le cas, c'est le Rassemblement national qui entrerait sous la coupole. J'ai même vu un entretien de Fernandez à la revue Transfige, Dominique Fernandez, l'académicien, disant que j'étais un être absolument immonde. Ouais, j'aurais pu poursuivre. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je vous recite ce que vous avez dit à l'époque. Il y a 50 ans, 60 ans peut-être, on se serait offusqué dans certains cercles de l'Académie contre un enfant juif polonais avec un nom à coucher dehors. Aujourd'hui, on me reproche mon identité nationale. Exactement. Vous avez raison. C'est vous qui l'avez dit. Mais j'ai raison d'avoir dit, vous avez raison de citer. C'est très bien. Donc, oui, c'est un renversement absolument prodigieux, mais j'en ai pas vraiment souffert, parce que je me dis, peut-être que je ne serais pas élu, et je ne savais pas tellement si j'avais envie d'entrer. J'ai été élu quand même au premier tour, donc l'Académie française n'a pas suivi cette campagne, pas du tout. Être élu au premier tour pour sa première candidature, c'est pas tout à fait une élection de maréchal, mais c'est quand même c'est quand même rare. Donc voilà. Et on poursuit. L'actualité à la Finkielkraut depuis un an, c'est la crise sanitaire. Est-ce juste de dire qu'elle bouleverse tout, qu'elle bouleverse toutes nos certitudes, y compris les vôtres ? Pourquoi ?
Mes certitudes? Mais les certitudes de tous, cette crise sanitaire qui a bouleversé le monde. Elle a bouleversé le monde parce que, évidemment, personne ne s'y attendait. Mais il faut bien croire que nous vivons dans un monde, par définition, imprévisible. Ce que je n'aime pas, c'est que l'effort fait pour corriger cette imprévisibilité et pour dire que le gouvernement aurait dû tout prévoir, tout savoir. Est-ce qu'on peut prévoir l'imprévisible? Non, on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Et cette mise en cause me gêne énormément, de même que parce qu'elle ne tient pas compte de la condition humaine et de la contingence. Voilà. Nous avançons dans le brouillard, comme l'a très judicieusement écrit Milan Kundera. Donc voilà, nous tâtonnons, et je n'aime pas, évidemment, que la justice s'en mêle. Voilà, cette judiciarisation de la vie politique. Ben oui, et cette justice s'en mêle parce que précisément, elle considère que elle juge sans égard pour la condition humaine. Et pour nos auditeurs, ce que vous dites, c'est une allusion au fait que des ministres ont été renvoyés dans la Cour de justice de la République, qu'il y a eu des perquisitions, y compris chez Olivier Véran. Chez Olivier Véran, en pleine pandémie. En pleine pandémie. Donc ça, c'était une justice qui juge sans considération pour la condition humaine. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement grave. Un peu de modestie. Et ça dit quoi de l'état de la France, de la société française? Écoutez, alors j'ajoute aussi, pour en terminer avec la pandémie, que l'idée que nous aurions été privés de nos libertés de manière abusive par un État qui aurait cédé à ces tendances autoritaires est grotesque. Effectivement, on peut pas aller dans les magasins à l'heure qu'on veut, on peut pas aller au théâtre, on peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller au cinéma. Bon, c'est vrai, c'est dommage, mais c'est pour nous protéger. Et ceux qui disent, moi, j'ai pas envie de me protéger parce que je veux mener une vie risquée et non une vie médiocre, ceux-là n'ont rien de valeureux parce qu'il ne s'agit pas seulement de leur vie, mais de la vie des autres. Voilà. Donc ce discours-là me paraît complètement ridicule. Je n'ai pas de reproche à faire au gouvernement dans sa gestion de la crise du Covid. Il fait comme tous les autres gouvernements démocratiques, comme il peut, mais ce qui m'inquiète, entre autres choses, pour la France, c'est l'état de la justice. Oui. Et c'est ce dont vous avez parlé, judiciarisation de la vie politique. Oui, et on le voit avec le procès Sarkozy. Sarkozy, Herzog, Azibert. Leur condamnation est totalement délirante. Ils ont pris de la prison ferme pour un délit qui n'a pas été commis. Et donc vous dites quoi ? C'est un acharnement de la justice ? C'est une justice qui veut se payer un ancien président après s'être payé un Premier ministre qu'elle a voulu écarter de la compétition pour la présidence. C'est la justice du mur des cons. Voilà, le principal syndicat a affiché un certain nombre de cons sur un panneau. Donc du syndicat de la magistrature. Syndicat de la magistrature. Et donc maintenant... mais si vous voulez, c'est pour ça que la France est en mauvais état, quand la justice elle-même bafoue le droit et se met au-dessus de la loi, c'est un danger pour tous les justiciables. La France d'Edoui Plenel et du juge Tournaire est un cauchemar orwellien. Dernière question avec Finkielkraut. Vous avez été viré de LCI après vos commentaires sur l'affaire Duhamel. Oui. Vous avez notamment dénoncé, c'était sur le plateau de David Pujadas, une société victimaire. Vous étiez aussi interrogé sur le consentement de la victime d'Olivier Duhamel, après avoir qualifié de très grave, d'inexcusable et de crime abominable les faits qui lui étaient reprochés. Alors que vouliez-vous exprimer réellement à ce moment-là ? Que dites-vous aujourd'hui à la direction de LCI ? Quel sentiment prime chez vous ? Est-ce que c'est le chagrin ? Est-ce que c'est l'injustice ? Est-ce que c'est la colère ? Alors, j'ai lu un jour cette phrase du poète Bernard Delvaille. « Je n'ai jamais hué personne. J'en ai fait mon 11e commandement. Tu ne hueras jamais personne. Tu ne hurleras pas avec les loups. Tu ne chasseras pas en meute.
Voilà, ça, c'est une constante de ma vie et j'espère que cela restera jusqu'au bout. Cela dit, pour l'affaire Duhamel, je ne me suis pas mis dans la position de l'avocat, je me suis mis dans la position du juge. Que ferait un juge? Que dirait? Il chercherait à spécifier le délit ou le crime. Et pour cela, il poserait un certain nombre de questions, dont celle du consentement, puisque précisément, elles sont... Donc vous dites, je me suis mis à la place du juge, pas à la place de l'avocat. Et surtout, c'est pas à la place de l'avocat d'Olivier Duhamel. Et alors, on me dit maintenant, mais le consentement, de quoi parlez-vous? Vous voyez bien que je parlais de l'état actuel du droit, puisque précisément, on veut modifier le droit pour que la question ne se pose plus. Je ne sais pas si cette modification est légitime. Je pense que l'automaticité est un problème. Je pense que si on décrète que toute relation entre un adulte et un mineur relève du viol, ça peut être très dangereux parce qu'un adulte de 22 ans peut être accusé de viol après par un homme ou par une fille de 14 ans et faire 20 ans de prison. Donc tout ça est un problème. Voilà. Et vous dites quoi aujourd'hui à la direction de LCI qui vous a viré? C'est donc la seule chose que j'ai dire. Les lyncheurs des réseaux sociaux, c'en était trop pour eux, et la direction de LCI, en l'occurrence de TF1, a préféré les suivre plutôt que de me laisser m'expliquer la semaine suivante, comme je le demandais. Qu'est-ce que je dis à la direction de LCI? Que cette décision est déshonorante pour elle, qu'elle devrait inviter toutes les rédactions à réfléchir, parce que la liberté d'expression, aujourd'hui, n'est pas menacée par le pouvoir exécutif, mais par un certain pouvoir médiatique. Quant au chagrin, non, je n'ai pas de chagrin. J'ai quitté une antenne où j'étais content de travailler, mais dans la mesure où la santé me le permet, je travaille, je réfléchis ailleurs, et peut-être est-ce bien, en tout cas, que j'ai quitté, ai-je bien fait de quitter cette chaîne-là. Et on a été en tout cas content de vous écouter aujourd'hui sur Radio J. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Voilà.